Et on parle ce soir d'un monde de mystères et de fantasmes. C'est la franc-maçonnerie. Nouveau numéro de Saison d'Alsace. Son rédacteur en chef, Dominique Young, est avec nous, rédacteur en chef également des DNA. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Eh ben, vous allez nous éclairer sur ce sujet un petit peu compliqué, j'imagine, à monter sur la franc-maçonnerie. C'est une sorte... Il y a une sorte d'opacité autour de la franc-maçonnerie. Est-ce que c'était plus compliqué que les autres Saisons d'Alsace? Non, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été écrites sur la franc-maçonnerie en général, sur les rites, les loges, la structuration, les grands principes, les valeurs. C'est connu. Le secret, il est beaucoup plus sur les individus. Qui est franc-maçon? Alors là, en général, c'est une grande opacité, sauf pour les très hauts dignitaires qui revendiquent, voilà, qui sont des personnages publics. Mais sinon, beaucoup de gens sont anonymement maçons et c'est ce secret-là qui est effectivement bien gardé. Ça veut dire qu'il y a quand même 2000 anonymes en Alsace, puisque c'est à peu près le chiffre recensé. Si on devait définir en quelques mots la franc-maçonnerie, c'est quoi pour vous? La franc-maçonnerie, je pense que c'est d'abord une fraternité de pensée avec une valeur centrale qui est le militantisme pour l'égalité des droits, quel que soit l'âge, le sexe, le lieu où on est né. C'est l'humanisme, les questions sociétales. Et puis les questions de société aussi. Beaucoup de maçons au XVIIIe ont été très importants pour l'émancipation des Juifs, pour la lutte contre la traite des Noirs, pour l'éducation à Mulhouse, par exemple. Les industriels à Mulhouse au tout début du XIXe siècle ont fait beaucoup pour la scolarisation des enfants des familles pauvres. L'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sécurité sociale, les embryons de caisses de retraite, la péréquation pour les accidents du travail. Enfin, il y a eu très tôt des choses qui ont été voulues, organisées par les francs-maçons et qui après se sont diffusées dans la société en général. Et qu'est-ce qu'on apprend sur la franc-maçonnerie en Alsace ? Sur la franc-maçonnerie, on apprend d'abord quelque chose qui est peu connu, c'est qu'on part du principe que la franc-maçonnerie étant laïque, elle est complètement étrangère aux religions. Or, dans ce numéro, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des protestants et il y a des loges catholiques, des loges juives aussi. Et des juifs, bien sûr, mais aussi des membres du clergé. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas simplement des individus qui sont de telle ou telle religion, mais des membres du clergé protestant et du clergé catholique qui ont été des personnages importants de la maçonnerie au XIXe siècle. Alors, quelques maçons célèbres, on va les découvrir en images. C'est Bartholdi, évidemment, Auguste Bartholdi, de Colmar, dont les loges maçonniques new-yorkaises ont financé la Statue de la Liberté. Il y a Victor Schœlcher, et on parlait de ce combat contre l'esclavage, il en a été une des chevilles ouvrières. Et encore Philippe Frédéric de Dietrich, qui a été le premier maire de Strasbourg et qui a fini guillotiné d'ailleurs. Oui, qui a été guillotiné en 1793 parce qu'il était jugé trop proche de Lavoisier et de Lafayette. Et Lavoisier était un fermier général, c'était un grand scientifique, mais ça a été aussi un fermier général, et c'est pour ça qu'il a été guillotiné en 1994. Alors, je me suis évidemment régalé dans ce Saison d'Alsace, et j'avais envie d'avoir des noms. Il y en a quelques-uns au XVIIIe siècle, au XIXe, mais je voulais qu'on revienne vers nous. Alors, des noms au niveau politique national, on en connaît beaucoup. Dans le gouvernement de Mitterrand, il y en avait beaucoup, dans le gouvernement de Chirac, etc. Mais je me suis intéressé à notre Alsace. Et il y a une certaine Apolline dedans, qui témoigne évidemment de façon anonyme, et qui a fait pourtant partie, d'après ce que je comprends, de la ville de Strasbourg. Pourquoi cette certaine Apolline témoigne de façon anonyme? Pourquoi les gens n'assument pas leur appartenance aux sœurs ou aux frangins? Ça, il faut le demander aux francs-maçons. Votre avis à vous? Moi, personnellement, je ne suis pas franc-maçon, mais je respecte parfaitement ce désir d'anonymat. À partir du moment où ils considèrent qu'il y a un certain nombre de rites et de prises de position qui sont faites, moi, ça ne me dérange pas, ça fait partie des coutumes internes, du règlement interne des francs-maçons. J'aime bien dans ce numéro, vous dites que c'est effectivement une sorte de réseau social avant l'heure. On se rencontre, on discute, c'est les think tanks sur lesquels les idées avancent. Quand on est dans un think tank, on a plutôt tendance à le dire. Oui, mais je pense que c'est très marqué par l'histoire de la franc-maçonnerie. C'est né sous Louis XV en France, sous le roi George II en Angleterre, donc au début du XVIIIe siècle. Et à l'époque, ils étaient souvent tellement en avance
sur les idées de leur temps, qu'ils préféraient réfléchir à l'intérieur des loges, mais on n'avait pas cette notion de publicité qu'il y a eu ultérieurement. Quel est le poids de la franc-maçonnerie dans la politique? On va parler même ici régional, local. Bon, là, effectivement, ça fait partie des choses assez compliquées à définir, à préciser. Bon, il y a un élément qui est assez connu, c'est en 98, lorsqu'il y a eu l'élection du président du Sénat. D'un point de vue arithmétique, c'était Daniel Eufel qui devait passer forcément. Qui devait passer en tête. Et finalement, il y a eu une petite avance pour le Vosgien Christian Poncelet. Qui ne devait pas passer, qui ne pouvait pas passer. Disons que voilà, en termes de calcul, on avait dit c'est Eufel. Et puis, quand le scrutin a été clos, c'est Poncelet qui est passé en tête. Voilà, vous évoquez le cas d'Adrien Zeller, de Philippe Richert aussi. Zeller, visiblement, qui n'était pas maçon. Non, pas. Voilà, même pas du tout, puisque on va voir que les maçons, visiblement, font pas une bronca, mais le bloquent un petit peu. Et sur Philippe Richert, du coup, un jour, il inaugure le temple de la Grande Loge nationale de France. J'ignorais cette anecdote, j'ai trouvé très intéressante. Philippe Richert, ancien président de la région Alsace, puis président du Grand Est. Donc, il inaugure le temple de la Grande Loge nationale de France et il dira « Je ne suis pas des vôtres ». Alors les non-francs-maçons se diront « Il n'est pas franc-maçon ». Mais les francs-maçons, en entendant « Je ne suis pas des vôtres », sous-entendu « Je ne fais pas partie de la Grande Loge nationale, mais d'une autre loge ». Est-ce qu'on sait son appartenance à Philippe Richert? Est-ce que c'est quelque chose qu'il affirmait? Pour l'instant, ce sont des hypothèses qu'on bâtit, effectivement. Voilà, mais qui étaient intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on choisit la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller vers cela? Je pense qu'il y a la volonté de réfléchir ensemble. Ce sont des cercles de réflexion avec des séances de travail, des thèmes qui sont annoncés à l'avance par le vénérable. Il y a un ordre du jour. Enfin, c'est quelque chose à la fois très organisé en termes de travail et très ritualisé dans le déroulement de la cérémonie, avec des attitudes. Il peut y avoir des amendes pour non-observance du règlement intérieur ou pour perturbation de ce qu'on appelle la tenue. La tenue, c'est la réunion. Il y a des agapes aussi, où on mange. Et les agapes, ça c'est après les agapes, et c'est le moment du repas en commun. Alors il y a une anecdote qui n'a rien à voir avec l'Alsace, mais Rudyard Kipling était franc-maçon à Lahore. Et la loge à laquelle il appartenait réunissait des gens de toutes les confessions. Et ils travaillaient ensemble sans aucun problème. Par contre, ils ne mangeaient jamais ensemble parce que chacun avait un interdit alimentaire différent de l'autre. Donc les agapes à Lahore de ce que racontait Kipling... C'était pas formidable. Non, c'était pas... Alors j'ai une petite question, comme je suis magicien, on aime les secrets, mais comment entre-t-on dans une loge? De ce que je sais, c'est par cooptation. C'est-à-dire que les maçons voient des gens qu'ils côtoient, et puis ils tiltent, pour dire les choses avec un mot tout à fait contemporain, sur telle ou telle personne, et puis ils l'abordent en lui disant voilà, est-ce que éventuellement c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la loge? Et après, il y aura une initiation. Alors il y a une initiation, voilà, mais il y a parfois il y a eu des journées portes ouvertes, parfois où sur des gens un peu triés au départ, c'est pas entre qui veut, mais ils avaient lancé des invitations, et puis il y en a un certain nombre qui ont dit oui, je viens, et d'autres non, je viens pour voir, bien sûr, mais il y en a qui, à l'issue, ont dit « Ok, j'accepte la démarche et je vais gravir les échelons, apprenti, compagnon, etc. » Puis il y en a d'autres qui ont dit « Écoutez, je suis très honoré, mais je décline. » Voilà, et si on se pose la question, est-ce que c'est élitiste? Il y a très peu d'ouvriers et très peu d'agriculteurs dans les loges, donc on peut quand même dire que c'est élitiste. Et il n'y a pas ou peu de mixité, alors ça change effectivement, il y a des loges féminines. Il y a des loges entièrement féminines, mais il y a aussi des loges mixtes. Voilà, c'est un numéro passionnant. Si vous êtes intéressé par la question, vous aurez vraiment les réponses dans le secret des francs-maçons.